Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, format un petit peu différent de ce que j'ai pu faire par le passé. Donc aujourd'hui, on va parler, je parle beaucoup de théorie sur ce format de vidéo avec des illustrations. Aujourd'hui, on va plutôt parler d'un cas concret, d'une étude de cas. Donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu comment on travaille chez Trilab, donc avec notre équipe de coach, quelle est notre approche de l'entraînement, comment on fonctionne, quelle est, entre guillemets, notre méthode, même si j'aime pas tellement ce mot-là. Pourquoi? Parce que le mot méthode laisse à penser qu'on a une méthode secrète qui s'applique à tous les athlètes et qui fonctionne, ce qui ne reflète pas du tout la réalité. En réalité, ce que j'appelle méthode chez nous, c'est plus une boîte à outils qu'on a, avec tout un ensemble d'outils qu'on est capable d'utiliser et d'adapter en fonction des situations. Donc, c'est-à-dire que d'un athlète à l'autre, de son profil, en fonction de son profil, de ses disponibilités d'entraînement, de son passé dans le sport, et ben nous, on va être capable d'adapter les approches de l'entraînement pour que ce soit vraiment basé sur l'individu. Le secret de notre approche de l'entraînement, c'est ça, c'est que on se base sur l'individu, on ne prend pas une méthode et on met des individus dedans et on essaye de faire en sorte qu'ils marchent le plus possible, ce qui dans les faits ne marche pas vraiment, ou bien on a un fort taux d'échecs ou de progrès qui ne sont pas optimisés. Nous, ce qu'on a, c'est que on part de l'individu, on part vraiment de la personne, de son profil, voilà, de tout ce qui entoure son profil, et on vient adapter notre approche de l'entraînement à l'individu. Donc on vient adapter nos méthodes, nos planifications annuelles, donc comment on va répartir les différents blocs, la micro-planification, comment on va organiser la semaine, quel volume, quelle intensité, quel type de séance, quel type de cycle, bref. On a une approche de l'entraînement, avec des grands traits, des grandes routes entre guillemets, mais qu'on est capable d'adapter à tous les athlètes, et c'est ça qui fait la force de Trilab, et c'est ça qui fait que les athlètes progressent bien et qu'on a de belles réussites. Donc là, sur cet exemple-là, on va parler de William. Donc c'est un athlète que je suis avec cette approche-là depuis 3 ans. Donc il est passé de 10h04 à 8h45 sur le format Ironman. Donc là, c'est sur le XXL du Frenchman. Donc un parcours roulant favorable au chrono. Mais bref, il est passé de 10h04 à 8h45. Et vous allez voir que ce qui est intéressant avec William, c'est que c'est un profil qui s'entraîne, donc qui travaille à plein temps, qui s'entraîne comme beaucoup d'amateurs peuvent s'entraîner, qui a un profil de base où il n'a pas commencé le triathlon en faisant 35 minutes sur 10 kilomètres et en faisant, je sais pas, 4h30 sur half. Non, il est parti comme tout le monde d'une base, et juste avec du travail, beaucoup de constance et une bonne approche de l'entraînement bien optimisée, bien adaptée pour son profil, et ben on arrive en finale au bout de 3 ans à 8h45, qui correspond à un chrono qui est très très bon sur la distance Ironman, hein. Vous allez voir que ces classements sont fortement améliorés. Donc William, du coup, voilà, je le suis depuis 2022, donc avec l'approche qu'on utilise chez Trilab. Donc sur le Frenchman, donc 2022, il fait 10h04, 92e. Donc ce qui est déjà une bonne balle, hein, il s'entraînait déjà avant, on n'est pas parti de zéro du tout. 2024, donc en 2023, il fait le L. 2024, il refait l'Ironman, 9h11. Donc là, on avait déjà 2 ans, quasiment 2 ans de travail. On avait déjà fait de beaux progrès. Il fait 9h11. Le problème, c'est en fin de course à pied, il coince un peu. Comme tout le monde quand on commence l'Ironman, faut pas croire que on court un marathon comme ça du premier coup, que ça marche bien. Non. Soit on a beaucoup d'expérience d'entraînement et ça passe du premier coup, ou bien on a beaucoup d'expérience sur la distance et avec les années, on réussit un beau marathon. Bref. Là, il fait 22e et cette année, 8h45 et il fait 10e. 8h45, là, on commence à être sur des chronos vraiment très intéressants. Et vu que, comme je vous disais, c'est un profil qui représente bien un athlète amateur qui a un travail à plein temps, et que, en fait, l'entraînement que William fait, beaucoup d'autres athlètes amateurs peuvent le faire. Ok. Après, le secret, c'est de réussir à être constant, de rester motivé et tout. Ça, il est très fort pour ça. Il est très, très, très constant. Mais voilà, pour vous dire que c'est quelque chose d'accessible. On n'est pas sur un professionnel qui s'entraîne plus de 20 heures. Donc, on va voir un petit peu la stratégie d'entraînement. Donc, pour commencer, on va parler un peu du volume. Pourquoi? Parce que je trouve ça important, parce que pour les athlètes amateurs, on a du mal à savoir quels sont les volumes pratiqués par les très bons athlètes amateurs. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux faussent complètement la réalité. C'est-à-dire qu'on est tous pareils. Quand on va partager un entraînement, une semaine, on va jamais partager une semaine moyenne, on va partager une bonne semaine. Ce qui fait que on a en visible sur les réseaux sociaux, on va toujours avoir des grosses semaines, des gros entraînements, et on a l'impression que c'est la norme, ce qui n'est pas du tout la norme. Moi, j'ai les chiffres, hein, que ce soit de l'athlète professionnel qui est au plus haut niveau, jusqu'à l'athlète amateur. Moi, j'ai les chiffres, je sais quels sont les volumes d'entraînement pratiqués par ces athlètes-là, et c'est bien souvent moins,
ce que les réseaux, peuvent nous faire penser. Donc là, je vais vous donner des chiffres donc réels, hein, du concret sur comment s'entraîne un athlète amateur qui fait 8h45 sur Ironman et qui a un travail à plein temps, OK? Ça, je pense que c'est hyper important parce que nous, ça reflète bien le profil qu'on va entraîner chez Trilab. C'est-à-dire le profil qu'on va avoir. C'est-à-dire c'est un athlète amateur, il a un travail à plein temps, il peut s'entraîner, 1 fois, des fois 2 fois par jour. Le week-end, il est un peu plus libre. La semaine, il faut optimiser un peu parce que, bah, il a son boulot, il finit pas forcément très tôt. Peut-être des fois le midi, il peut s'entraîner. Bref, c'est plus représentatif allez, chez Trilab, de la 99 des athlètes qu'on va entraîner. Donc moi, je trouve ça intéressant parce que c'est, dans ces profils-là que les gens qui vont regarder mes vidéos vont beaucoup se retrouver. Donc je parlerai dans d'autres vidéos de l'entraînement des professionnels parce que c'est super intéressant. Moi, ça me passionne. Mais ce genre de profil-là, comme William, voilà, qui fait des très beaux chronos, avec un volume, tout à fait, modéré, enfin un volume que beaucoup d'athlètes amateurs peuvent faire, c'est hyper intéressant. Et c'est super à entraîner des profils comme ça, franchement, c'est top, surtout quand ils sont très constants comme les Williams. Donc 2022-2023, donc là, j'ai pris de septembre à septembre. Donc on voit les différentes répartitions, donc natation 77 heures, vélo 472, course à pied 164 heures. Donc là, on a un total à 713 heures sur après 49 semaines effectives. Pourquoi? Parce qu'en général, il a 15 jours off complets et dans l'hiver, on va placer souvent alors, cette année, il me semble qu'il a fait une semaine au ski, bref, il a une semaine un peu off et après ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ça, après chaque objectif, donc on planifie bien les objectifs. Ça, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement chez Trilab. On va aider l'athlète à bien choisir ses objectifs pour pas faire d'erreur. Et à chaque fois qu'il termine un objectif, derrière, il a peut-être 3 4 jours off et une semaine vraiment très légère pour pouvoir assimiler, bien récupérer. Donc la récupération, c'est pas juste 15 jours off à la fin de la saison, c'est un bon équilibre dans l'entraînement et des bonnes récupérations après les courses. Et ça, c'est super important. Et ça, on fait vraiment très attention. Donc 2023-2024, là, il a un peu moins d'heures. Donc en natation, c'est à peu près similaire. À vélo, il y a moins. Et en course à pied, par contre, il y a plus. Pourquoi? Parce que là, donc, on a commencé à augmenter le volume en course à pied. Donc naturellement, on a peut-être baissé un peu à vélo. Et sur cette saison-là, sa saison de course a été un peu plus courte parce qu'il a eu une blessure en fin de saison. Donc il a coupé plus tôt, ce qui fait qu'il y a un nombre d'heures un peu plus faible. Donc ça s'explique par là, mais globalement, sur 49 semaines effectives, on est à peu près à 13h30 d'entraînement. Et puis 2024-2025, on retourne à 716 heures, donc ce qu'on a pu faire 2022-2023, une année un peu classique. On a remonté un peu le volume à vélo et en course à pied, on a pu continuer à monter aussi. Et l'autre chose à prendre en compte, c'est que avec ces volumes-là, il continue à progresser. Donc tant qu'il progresse, nous, on va essayer plutôt d'améliorer le contenu de l'entraînement, les approches de l'entraînement, et pas tellement le volume tout de suite. Parce que une fois qu'on a augmenté le volume, c'est dur de redescendre. Ok. Donc on essaye vraiment d'être très prudent là-dessus, d'aller très progressivement. Et là, il a une très belle progression chaque année, donc j'ai pas besoin non plus d'augmenter trop le volume. Moi, ce que je veux, c'est qu'il progresse à long terme, qu'il se fasse plaisir à l'entraînement, et qu'il ne se retrouve pas surchargé d'entraînement à être en burn-out enfin, en février parce que c'est trop, quoi. Certes, il progresserait peut-être un peu plus, mais à long terme, on ne serait pas forcément gagnant. Donc voilà la stratégie. Là, vous allez me dire, en natation, le volume, il semble faible. Oui, alors ça, c'est une stratégie d'entraînement qui est mise en place. C'est assez simple, c'est que son objectif, c'est les triathlons de longue distance. Je sais qu'avec le temps qu'il a, on a beaucoup plus à gagner en entraînant un peu plus le vélo et la course à pied que la natation. Ok, donc il nage en club en général une bonne partie de l'année. Il nage avec son club, il nage 2 fois par semaine. Et le jour où on verra qu'on a pas mal à gagner sur la natation, parce que le vélo, la course à pied, on a moins de marge de progrès, peut-être sur la natation, on a pas mal à gagner, et ben là, on pourra activer ce levier et nager plus. Ok. Mais pour le moment, en fait, il arrive à augmenter ses chronos, il progresse. En natation, ça progresse moins vite naturellement vu qu'on nage moins, mais il continue à progresser et c'est le principal, tout ça, c'est stratégique. Ok. Donc ça, bien sûr, c'est pas quelque chose que je conseille. Là, tout ce que vous allez voir là, c'est pas quelque chose que je vous conseille de faire. C'est un exemple d'un athlète avec tout son environnement, tout son contexte, et ce que moi j'ai mis en place, et je vais vous donner des explications de pourquoi moi je mets ça en place pour cet athlète-là. Voilà, il y a des raisons derrière tout, et c'est pas du tout un modèle fixe que je vous conseille d'appliquer pour faire 8h45 sur Ironman, parce que je n'ai pas, voilà, ça correspond pas forcément à vos besoins et à votre contexte d'entraînement. Donc voilà. Ensuite, donc, les différents progrès pour avoir un peu une idée. Donc, on commence par la course à pied. Donc, sur la course à pied, tous les ans, il aime bien faire une ou deux courses sur route. Du coup, ça me permet, moi, de ne pas lui placer de test d'intensité critique, simplement parce que déjà, c'est des tests qui sont toujours demandants en termes, enfin, au niveau psychologique. Hein. C'est pas facile d'aller faire un test tout seul, de se mettre à 100%. Et lui, il aime bien faire des courses sur route, donc bah, c'est parfait parce que moi, ça me permet ensuite d'ajuster ses zones en fonction de ce qu'il fait. Je vais venir déduire une intensité critique avec, son donc avec ses chronos, ça se fait très, très bien.
Nous, on sait bien le faire chez Trilab et ensuite, bah, moi, je vais déduire ses zones. Ça lui évite de faire des tests en course à pied et en plus, ça lui permet de faire des compétitions sur route, ce qui lui fait plaisir et ce qui, en fait, voilà, ce qui est intéressant sur tous les plans. Donc 2022-2023, il a pas fait 10 kilomètres, mais il avait fait un semi, donc c'était pas un vrai semi, c'était un 22 kilomètres, mais j'ai coupé à 21,1. Ça faisait 1h25, donc un équivalent 38-30 sur 10 kilomètres, plus ou moins en fonction du niveau d'endurance. 2022-2023, 35-47 sur 10 kilomètres, et cette année, 34-35. Donc une belle progression assez linéaire, donc ça c'est top. Je pense on peut encore pas mal gagner parce que en course à pied pour l'instant on fait pas beaucoup de volume, on y va vraiment progressivement. Donc de beaux progrès et tout ça, c'est important parce que c'est une forme d'élévation du potentiel de performance. C'est-à-dire que si vous voulez un athlète qui court 3 heures sur marathon, et qui court, qu'il a un record, enfin sur marathon Ironman pardon, et qu'il a un record en 40 minutes sur 10 kilomètres, vous savez que même avec un niveau d'endurance et une durabilité exceptionnelle, ce 40 minutes sur 10 kilomètres, il va être problématique parce que c'est pas un niveau de performance suffisamment élevé pour courir 3 heures sur marathon. Donc l'hiver, il va falloir passer du temps sur réduire ces chronos-là pour derrière être capable de progresser sur le marathon Ironman. Donc c'était un peu le cas et cette baisse de chrono sur 10 km, elle est corrélée avec sa hausse de performance sur les formats L et XXL. Donc en vélo, moi je me base sur la puissance critique. Donc là, on a une belle évolution de sa puissance critique. Donc on a commencé, il avait 268 watts. Il faut savoir que c'est des tests qui sont faits en position aéro, hein, qui sont spécifiques. Donc 268, passé à 315, donc la super progression. C'est plutôt son point fort, le vélo. En plus, il est plutôt aéro, vous allez voir, il a une position assez agressive, mais c'est son point fort. Et là, il est à 340 de puissance critique. Donc très beau progrès à vélo, très beau progrès en course à pied. Et pourtant, on n'a pas nécessairement augmenté le volume tous les ans, ok? Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'augmenter tout le temps. Vous pouvez augmenter tout doucement. Là, on a augmenté la course à pied. Le vélo, on ne l'a pas augmenté, mais on a amélioré le contenu de l'entraînement. Il n'y a pas toujours besoin d'augmenter et on ne peut pas toujours le faire. Donc là, on voit que sans augmenter, bah, il a de beaux progrès, alors que demander de plus? Ensuite, au niveau de la macro-planification. Donc la macro-planification, c'est la planification à plus grande échelle. Donc là, moi, je vais parler d'une saison complète. Donc on va voir comment on s'organise sur la saison complète, comment on la planifie. Ok. Donc ici, je vous ai mis un petit graphique donc, qu'on trouve sur Training Peak, donc qui reflète donc, la charge d'entraînement, les niveaux de forme et de fatigue. Donc en bleu, la courbe montante, c'est le niveau de, entre guillemets, c'est le CTL, c'est le Chronic Training Load, donc c'est la charge d'entraînement chronique. Donc on voit qu'il y a une première phase, donc qui est la phase de reprise, c'est-à-dire qu'après la coupure de 15 jours, on fait une phase de reprise très progressive. Pendant cette période-là, on n'a pas besoin de beaucoup charger. Pourquoi? Parce que la tête étant désentraînée, chaque petit stimuli va le refaire progresser. C'est-à-dire que quand vous repartez de zéro, vous avez fait 15 jours de coupure, un footing de 30 minutes vous fait progresser. Donc est-ce que vous avez besoin de vous envoyer des intensités trop tôt? C'est non, c'est pas nécessaire. Parce que chaque petit entraînement va vous faire progresser. Donc au début, on augmente simplement le volume à basse intensité, on met quelques lignes droites, quelques sprints à vélo, juste pour repréparer le corps, remonter la charge. Et une fois qu'on a commencé à remonter, qu'on voit que les niveaux de fréquence cardiaque reviennent à peu près à la norme, pas au meilleur, mais à la norme par rapport à la puissance et à la vitesse, là on commence la phase de préparation générale. Donc dans cette phase-là, pour William, ça va être un entraînement polarisé. J'insiste pour William parce que ce choix-là, il va dépendre de l'athlète, de ses objectifs et de son profil. Donc là, pour William, ça va être un entraînement polarisé, c'est-à-dire une majorité d'entraînements à basse intensité et des entraînements plutôt à haute intensité, donc au-dessus de puissance critique, donc plutôt orienté développement de VO2 max. Ok, enfin, ça ne va pas développer que VO2 max, mais entraînement à haute intensité. Ok, avec sur ces entraînements du temps passé proche de VO2 max. Donc pendant cette préparation, cette phase de préparation générale, on va avoir des entraînements qui sont plutôt à haute intensité et d'autres entraînements plutôt à basse intensité. Donc ça, c'est toute cette phase donc, de préparation qui va durer un bon moment, hein. Là, pour William, on a choisi de la faire durer à peu près jusqu'à février-mars. On fait une transition progressive, mais février-mars, ok? Parce que, donc pourquoi ça? Parce que dans le contexte, comme j'explique ici, William, il a un profil équilibré. C'est-à-dire que c'est pas un athlète qui est très puissant et qui perd beaucoup de performance dans la durée. C'est plutôt un athlète en fait, qui s'équilibre bien. C'est-à-dire que quand il progresse sur 10 kilomètres, derrière, il progresse sur les autres distances aussi, sur du plus long. Il a un profil qui est plutôt endurant, plutôt résistant à la fatigue. Donc, on sait que quand on améliore sa puissance critique, ses performances sur 10 kilomètres, on est quasi sûr qu'après une préparation spécifique, ça va se transférer sur la distance Ironman. Donc, c'est pour cette raison qu'on fait un entraînement polarisé qui est plus long. Si William était un athlète puissant et avec des difficultés sur l'endurance, sur la résistance à la fatigue,
cette, phase de préparation générale, donc d'entraînement polarisé, serait soit beaucoup moins polarisée, soit beaucoup plus courte. Donc c'est pour ça que faut pas forcément chercher à copier ce modèle-là. Celui-là, il est dépendant vraiment du profil de William et tous ces choix-là sont faits en fonction de l'athlète et pas d'un modèle, prédéfini. Ensuite, donc là, on voit une petite baisse au niveau de la charge chronique. Pourquoi? Parce que là, à cette période-là, il me semble que ça doit être une semaine au ski ou un peu de vacances, donc une petite semaine un peu de récupération où on fait autre chose. Et ensuite, on entame la préparation spécifique. Donc en préparation spécifique, comme son nom l'indique, on va faire du travail plus spécifique à Ironman. Donc on va commencer par des entraînements au niveau des deux seuils, au tempo. Donc on va délaisser un petit peu l'entraînement VO2 max à haute intensité pour faire des séances intenses qui vont être plutôt entre le premier seuil et le second seuil. Ok. Et en fin de préparation, on va même faire des enchaînements longs qui sont légèrement sous le premier seuil, qui sont spécifiques à Ironman. Donc là, on va avoir un entraînement qui est moins intense, mais plus extensif, avec un peu plus de volume. Ok. Donc voilà comment on organise pour William sa planification, donc à grande échelle, un petit peu sur l'année. Ensuite, on va parler donc de micro-planification. Donc la micro-planification, c'est la planification à plus petite échelle, donc sur une semaine. Comment on organise une semaine pour que ça corresponde, enfin, pour qu'il récupère bien, pour que ça corresponde à son emploi du temps, à son travail et tout ça. Donc ça, c'est pareil, aucun intérêt d'aller copier ça, puisque c'est vraiment dépendant de lui. On a trouvé cette structure qui lui convient bien. Lui, si par exemple il a un changement dans son planning et qu'il y a un jour où c'est plus compliqué de s'entraîner pour lui 2 heures, il va me le dire et moi je vais ajuster. Donc c'est vraiment dépendant de la tête. Donc là, on va avoir 3 semaines d'entraînement. Donc une première semaine qui est en, qui est en décembre, une autre en février et une autre en mars-avril, donc en préparation Ironman. Donc une première en préparation générale, très polarisée, ok? Donc on est sur 13 heures semaine. Mais par contre, ce qu'on voit, c'est que les entraînements, hop, sont. Donc il y a 3 jours, entre guillemets, difficiles dans la semaine. Pour un athlète débutant, on va mettre 2 jours difficiles. Pour un athlète bien enfin, avancé comme William, on va mettre 3 jours. Et des fois, pour les professionnels, on peut monter à 4 jours, mais c'est un peu plus rare. Ok. Et donc là, on voit que ces entraînements, donc dans cette période-là, donc en préparation générale, où on a un objectif d'entraînement polarisé, sont plutôt des entraînements à haute intensité. Donc là, on a une séance VO2 max, ici une séance puissance critique. Donc on est vraiment à l'intensité la plus haute, où on n'atteint pas VO2 max, mais ça reste de la haute intensité. C'est un entraînement qui est relativement difficile et une séance VO2 max en course à pied. Toutes ces séances-là, elles sont réalisées sous forme de cycle. C'est-à-dire que vous n'allez jamais avoir, par exemple, 3 fois 10 fois 40-20 le lendemain, une séance, je ne sais pas, type Jiménez avec des over-under. En fait, ou alors, enfin, il n'y aura jamais comme ça de séances qui sortent, qui n'ont pas de lien enfin, l'une avec les autres. Ok. C'est toujours sous forme de cycle, c'est-à-dire qu'on commence par une séance, pas trop difficile, et on vient monter la difficulté. Et quand je vois que l'athlète atteint un RPE souhaité, une difficulté souhaitée, je change de cycle. Ok. Et tout ça, ça a une logique de progression tout au long de la saison. Donc ça, c'est notre façon de cycler les entraînements chez Trilab, c'est pareil, c'est qu'on a toujours une approche par cycle. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser un entraînement, puis un autre, comme si en fait on avait une boîte avec plein d'entraînements, on l'a remis, on prend un entraînement au pif et on le fait. Ça, on ne fonctionne pas comme ça parce que ça ne fait pas de sens pour nous. Pour moi, il n'y a aucune logique derrière tout ça. Nous, ce qu'on veut, c'est une logique de cycle parce que ça permet à l'athlète de s'habituer à une séance, de progresser, de créer de réelles adaptations, de s'entraîner un peu plus dur, puis de passer à un autre. Ok. Si on change de séance tout le temps, on casse un peu les repères, on n'a pas de logique d'une séance à l'autre et pour moi, ça ne fait pas sens. Donc c'est pas notre façon de progresser. Donc là, toutes les séances que vous voyez là, elles sont toutes faites sous forme de cycle. C'est pour ça que vous allez voir certaines séances, comme la séance puissance critique, où il termine, on peut voir ici RPE 6. Donc c'est pas très élevé pour une séance de puissance critique, mais c'est normal parce que on est en début de cycle. Et après, juste on a augmenté un peu le volume, et puis après il est arrivé peut-être RPE 8. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que dans notre approche également chez Trilab, on va très rarement aller chercher des séances qui sont trop difficiles. Ok. Pourquoi? Parce qu'à l'entraînement, on cherche à créer des adaptations. On ne cherche pas à se fatiguer juste pour se fatiguer. Ok. On cherche à appliquer le bon stimuli au bon moment et bien récupérer derrière pour refaire une bonne séance après, une bonne semaine, etc. Ok. Donc ça, c'est pareil. Vous allez voir dans toutes les semaines que je vais vous montrer, à chaque fois les RPE, vous n'allez jamais trouver de RPE 10, à part sur un test ou une course. Ok, mais de RPE 10, on ne va jamais avoir. 9, ça va être très rare, ça peut arriver des fois si l'athlète n'est pas dans un bon jour. Mais globalement, on va aller sur les cycles, sur un cycle où on va faire l'entrée en polarisé, on va de temps en temps arriver à 8 sur les séances VO2 max. Mais sinon, globalement, on va être beaucoup plus bas que ça. Ok. Donc là, on voit cette première séance-là, 13 heures.
cette première semaine, pardon. Ensuite, seconde semaine. Donc là, on arrive plutôt en fin de préparation générale. Donc on commence à faire la transition vers un entraînement un peu plus extensif, ok? Mais on reste quand même avec des stimuli avec du travail autour de VO2 max. Donc là, même principe, hein, on a toujours voilà, trois journées entre guillemets difficiles dans la semaine. Et là, ce qu'on est venu ajouter pour être un peu plus extensif, c'est que sur la séance qui était uniquement VO2 max est devenue seuil 2 et VO2 max. Donc on baisse l'intensité, on monte le volume de séance, hein, ici. Et derrière, un enchaînement au premier seuil, donc à 4 minutes 30 au kilomètre, ce qui correspond à peu près à son allure Ironman. Et là, du coup, ça nous permet de commencer à introduire un aspect extensif dans l'entraînement, commencer à retravailler la résistance à la fatigue, le niveau d'endurance. Ok. Pareil, on a une séance seuil 1 donc à vélo. Le cycle, je les commence avec de la basse cadence pour volontairement mettre une tension musculaire assez importante. Donc il n'y a pas de gros bénéfices à faire de la basse cadence, mais ça permet juste d'avoir une charge musculaire un peu plus élevée. Et derrière, quand on repasse sur des séances un peu plus simples, généralement ça passe mieux. Il n'y a pas vraiment de grandes preuves scientifiques autour de l'entraînement à basse cadence, mais on voit que sur le terrain, ça fonctionne plutôt bien. Donc je le conserve à petite dose et à des endroits bien spécifiques. Ensuite, pareil, l'entraînement qui était uniquement VO2 max en course à pied, bah, c'est devenu seuil 2 VO2 max. Donc il y a un mix seuil 2 vers VO2 max en progression pour commencer à ajouter un aspect extensif à l'entraînement. Et là, on voit qu'on est passé de 13 heures semaine à 16 heures. Ok. Donc on a augmenté le volume. On a baissé les hautes intensités, mais on a augmenté le volume en parallèle. Et en fait, tout au long de la saison, on va faire ce même mouvement pour être très spécifique à Ironman à la fin. Et donc là, il y a une dernière semaine en préparation Ironman, donc une semaine un peu type. Donc là, on voit qu'en termes de volume, on est monté. On est arrivé quasiment à 18h30, forcément. L'Ironman étant une course qui dure longtemps, et ben, la spécificité de la course, c'est la durée. Donc, ça veut dire, en général, ça veut dire le volume plus élevé aussi, ok. Ce qui est logique. Ce qui veut dire aussi sortie plus longue, entraînement à plus basse intensité mais plus extensif. Donc là, on voit que l'entraînement, il a bien changé. On n'a plus de sollicitation VO2 max. Ok, ça, on a mis de côté. De toute manière, VO2 max, on n'a même pas besoin de faire des rappels. VO2 max se développe de diverses façons. Quand on s'entraîne au seuil 2, on développe quand même VO2 max. Enfin, de toute manière, les différents marqueurs, que ce soit VO2 max, seuil, économie, ne se travaillent pas de manière isolée. En fait, de toute manière, même si vous n'approchez plus VO2 max à l'entraînement, vous allez continuer à maintenir VO2 max. Ok, ça ne va pas se perdre. Ils ne travaillent pas de façon isolée, ils travaillent tous ensemble. Et chaque entraînement, en fait, va avoir un impact assez large sur ces facteurs-là. Donc vous pouvez des fois laisser de côté un type d'entraînement, c'est pas problématique. Vous n'allez pas perdre vos capacités développées pendant l'hiver. Ok, bien au contraire. Donc ici, on voit que l'entraînement VO2 max à vélo est transformé par du travail au seuil 2. Quand je dis seuil 2, attention, c'est pas puissance critique. Je parle de seuil 2 de lactate, donc c'est une intensité qui peut tenir en continu entre 1h10 et 1h20. Ok. En plus, je suis assez conservateur, donc ça va être toujours un peu en dessous. Ok. Donc ça s'assimile plutôt, pour ceux qui utilisent le concept de FTP, à du haut de sweet spot. Ok. Ce qui correspond voilà, au seuil de lactate, au MLSS si vous voulez, bref, ou haut de sweet spot. Donc là, on voit voilà, ce genre d'entraînement-là. Le lendemain, volontairement sur fatigue, on a un long entraînement zone 2 qui est là guidé par la fréquence cardiaque. Donc pour vraiment développer la durabilité et la résistance à la fatigue pour l'Ironman. Et la dernière séance clé de la semaine, c'est le dimanche. On a la sortie longue, ici 5h45. Et à l'intérieur, on a 3 fois 40 minutes autour de l'allure Ironman. Et derrière, on a un enchaînement allure Ironman. Donc là, on voit que le volume a monté, l'intensité a vachement baissé. Ok, enfin, l'intensité, on n'a plus d'entraînement en VO2 max. Ok, la charge d'entraînement est plus élevée puisqu'on a plus de volume et plus de travail de manière générale. Mais on est venu baisser le curseur haute intensité pour venir monter le curseur volume et devenir plus spécifique à ce qu'on va retrouver en course. Et donc là, je voulais illustrer un peu ici. En fait, ça représente un peu la saison ici. Tac, hop. Donc pour représenter un petit peu la saison, on a deux curseurs, intensité, volume, charge. Eh bien, il y en a un qui va baisser pour monter l'autre. On pourrait monter les deux progressivement en même temps, mais le problème, c'est qu'on arriverait à un moment donné au maximum des ressources de l'athlète. C'est-à-dire que si William, je viens lui mettre 18 heures d'entraînement, plus des entraînements VO2 max, plus des entraînements spécifiques à Ironman, bon, bah, je vais l'emmener au carton, je vais le blesser, je vais le surmener, donc on va pas fonctionner comme ça, ok? Donc nous, comme ça, chez Trilab, on a toujours plusieurs types de planification, c'est-à-dire que ça peut être aussi l'inverse de ce que je vous ai montré là. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des athlètes avec qui on va commencer par des volumes un peu plus élevés, des intensités un peu plus basses, et on va augmenter
progressivement les intensités et peut-être même baisser un peu le volume pour valider les plus grosses séances en fin de cycle. En fonction du profil de l'athlète et de ses objectifs, ben, nous, on va s'adapter à tout ça. Donc voilà. Donc voilà à quoi ressemble donc la micro-planification pour William et ça représente un petit peu un modèle de planification qu'on va utiliser, assez souvent chez Trilab en fonction du profil de l'athlète et bien sûr ce qui va, changer d'un athlète à l'autre, ça va être la charge d'entraînement, ça va être la répartition dans la semaine, ça va être la difficulté des séances, les intensités et voilà. Donc là, vous voyez, par exemple pour William, même en fin de préparation, pour un Ironman, il n'a pas fait 5 entraînements de 30 kilomètres. Non, on a plutôt joué sur la régularité toute l'année. Ça, c'est aussi un de une de nos clés chez Trilab, c'est que on entraîne un athlète pour le faire progresser, pour la constance, pour être régulier au fur et à mesure des jours, des semaines, des saisons et progresser à long terme. Donc, nous, on fait très attention à à la difficulté des séances, à la bonne utilisation des intervalles et à la bonne répartition dans la semaine. Parce que ça, c'est la clé pour qu'un athlète dure et progresse dans le temps, c'est de trouver un juste milieu, une bonne optimisation de l'entraînement. Ok. S'entraîner dur, c'est pas compliqué, tout le monde sait le faire. N'importe quel entraîneur, même s'il est mauvais, est capable d'entraîner quelqu'un dur et de le faire progresser. Mais faire progresser quelqu'un pendant plusieurs saisons sans le blesser, sans le surmener et l'amener à une progression comme a pu faire William de 10 heures à 8h45 dans un bon équilibre. Semaine, je lui mets un questionnaire de fatigue. Et en gros, ça arrive c'est extrêmement rare qu'ils me disent, OK, aujourd'hui, cette semaine, je suis épuisé. Ok, il me semble que c'est même jamais arrivé. Donc moi, ça me permet de vérifier qu'il assimile tout bien. Et ça, c'est vraiment notre clé chez nous, c'est qu'on s'entraîne pour progresser, on ne s'entraîne pas pour valider des gros entraînements, pour flatter l'ego, pour faire des gros stats sur Strava. Ça, en vrai, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'être bon en compétition. Des gens qui s'entraînent, qui font des beaux entraînements, qui courent vite, qui roulent vite. Sur Strava, il y en a plein. Des gens qui font 8h45 sur Ironman. Moi, j'en connais pas beaucoup. Ok. Donc voilà, ça, c'est notre clé. Donc là, pour revenir un petit peu sur les clés donc, de notre approche de l'entraînement, illustrée par le cas de William. Donc une logique d'entraînement, donc les clés, c'est une logique d'entraînement et une planification bien établie pour pas avoir de blessures, de surmenage et du plaisir à l'entraînement. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le meilleur entraînement du monde, si vous n'avez pas l'adhérence, c'est-à-dire la capacité d'être constant toutes les semaines, de bien récupérer, de prendre du plaisir, ça va pas marcher, OK? Oui, si vous faites 25 heures d'entraînement, vous allez progresser, mais vous allez peut-être vous blesser. Vous allez peut-être être surmené, vous en allez avoir marre, vous prendrez plus de plaisir et du coup ça fait que oui, sur, 2 mois vous avez passé un bon cap, mais en fait ce qui compte c'est ce que les caps que vous allez passer sur 1, 2, 3, 4, 5 ans et même plus de 10 ans pour le triathlon pour vraiment optimiser son potentiel. Donc il faut une logique d'entraînement et planification bien établie et ça chez Trilab c'est le premier truc qu'on fait, OK? C'est-à-dire première chose qu'on fait, quand on a l'athlète, on comprend son profil et on met en place une planification qui va le faire progresser et à long terme sans le blesser et pas un entraînement, super dur qu'on fait comme ça, un peu, selon le sens du vent, OK? Ce qui est souvent fait, beaucoup trop d'ailleurs. Deuxième chose, donc on fait ce qui revient à ce que je disais juste avant, on fait un entraînement basé sur l'individu, son profil, ses capacités de charge et son équilibre, OK? C'est-à-dire qu'on va se baser sur son planning, sur son équilibre. En fait, l'idée, c'est qu'il puisse s'entraîner longtemps, OK? Heu, faire une grosse prépa one shot de 3-4 mois, comme je vous disais, ça va faire passer un cap d'un coup. Mais le problème, c'est que si vous voulez vraiment optimiser votre potentiel, ça se passe sur une plage de temps beaucoup plus importante. Et dernière chose, un athlète constant et régulier. Alors ça, il y a des facteurs que nous, on va pouvoir maîtriser et d'autres qui sont propres à l'athlète. OK? Donc nous, comment on va faire pour que l'athlète soit constant et régulier? Ben, je reviens au point du dessus, c'est un bon entraînement équilibré, une bonne charge, des bonnes récupérations, bref, un bon entraînement de manière générale. Ça, c'est un gros point, OK? Pour que l'athlète soit constant et régulier, qu'il ne soit pas surmené, qu'il n'en ait pas marre. Et deuxième chose après, c'est quelles sont les motivations de l'athlète? Et là, malheureusement, ça dépend beaucoup de l'athlète, OK? Quelles sont ses motivations? Est-ce qu'il veut vraiment progresser à long terme? Est-ce qu'il aime ce qu'il fait? Ça, c'est très important. Et s'il a tout ça, donc s'il a, des bonnes raisons de pratiquer ce sport, qu'il a vraiment envie de progresser à long terme, qu'il aime ça et que derrière, il a, un coach, une logique d'entraînement, un entraînement basé sur l'individu qui sont bien établis, en fait, enfin, c'est résultat assuré, quoi. Il y a pas de souci là-dessus. Donc c'est pour ça que nous, chez Trilab, on fait très attention à ça. On prend le temps de parler avec les athlètes qui nous contactent pour vraiment comprendre le profil, comprendre leur motivation, comment on va s'organiser. Et en faisant ça, on sait qu'on a on a plein d'outils et on est capable de répondre à toutes les demandes. Un athlète qui est très fort et vouloir s'entraîner comme lui, c'est une erreur parce que vous n'avez pas non plus, vous ne connaissez pas non plus la génétique de cet athlète-là. Peut-être qu'il est génétiquement très doué, donc il va super vite progresser. Mais vous, si vous faites le même entraînement, ça va pas marcher du tout. Ok. C'est pour ça que ça va être vraiment basé sur l'individu et pas sur ce qu'on peut voir sur les réseaux,
des copies d'entraînement, voilà. Ça, c'est super important. Et pour finir, ça, c'est une phrase de Stephen Seiler: «L'entraînement est un challenge d'optimisation et pas de maximisation». OK? Ça, c'est super, super important. Il faut vraiment le retenir. C'est que maximiser l'entraînement, c'est pas dur. Maximiser, ça veut dire s'entraîner plus dur. Donc s'entraîner, faire plus de volume, plus d'intensité, c'est pas compliqué. Mais le vrai secret de l'entraînement, c'est l'optimisation. Et ça, l'optimisation, c'est quelqu'un qui maîtrise l'entraînement, qui comprend les tenants, les aboutissants, qui a plein d'outils et qui sait s'adapter. Et nous, c'est ce qu'on a mis en place chez Trilab et c'est vraiment notre marque de fabrique, c'est qu'on est capable d'optimiser pour tout type de profil pour faire progresser un maximum de personnes. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce cas concret a été intéressant pour vous. Si c'est le cas, je pourrais en faire d'autres avec des profils bien différents, qui viennent qui ont d'autres approches, avec qui on utilise une autre approche de l'entraînement, qui ont d'autres objectifs, qui ont d'autres passifs dans le sport. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir été jusqu'au bout et n'hésitez pas à vous abonner. Et si jamais vous souhaitez être coaché, il nous reste encore des places chez Trilab. Vous pouvez nous contacter, on prendra le temps de discuter, de voir quels sont vos besoins et voir ce qu'on peut faire en termes d'entraînement. Merci à tous et à bientôt.